Si on veut connaître mon parcours, je suis né vers 1958. C'est ce qu'il y a dans mes documents administratifs. Parce que au moment de la colonisation, dans nos villages, il n'y avait pas d'acte de naissance. Donc c'est lorsque je suis parti à l'école qu'on nous a fait des jugements supplétifs. Je suis donc né vers 1958 à Tabango. C'est un village du cercle d'Ansongo, à 80 km de la ville de Gao, donc dans la région de Gao. J'ai fait l'école primaire à Tabango, puis l'école fondamentale, je l'ai faite à Bara, qui est à 5 km. C'est d'ailleurs le chef-lieu de commune actuellement. C'est là que j'ai eu le DEF. J'ai fait le DEF en 1974. Je suis arrivé au lycée technique où je suis resté de 1974 à 1977. En 1977, j'ai eu le baccalauréat, deuxième partie, série mathématiques industrie. Ça s'appelait MTI. Donc à partir de 1977, j'ai été envoyé en ex-URSS où j'ai fait des études dans les sciences des télécommunications. J'ai décroché mon diplôme d'ingénieur des télécommunications en 1982. À partir de 1983, j'ai entamé des études post-universitaires pour finir par un doctorat d'État en 1988. Je suis donc rentré au Mali en 1988. J'ai fait le concours d'entrée à la fonction publique en son temps. Puis j'ai fait le service militaire, le service national des jeunes, SNJ, en tant que soldat deuxième classe, matricule 24831, 5e contingent du SNJ, que j'ai terminé en 90. Et à partir de 90-91, j'ai commencé ma carrière professionnelle à la Société des télécommunications du Mali, où je suis resté dans les effectifs jusqu'en 2002. En 2002, j'ai été appelé au gouvernement comme ministre de l'Industrie et du Commerce jusqu'en 2007. Je suis sorti du gouvernement en octobre 2007. Et en février 2008, j'ai été appelé comme directeur de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Mali. Ça s'appelait CRT, ensuite AMRTP, que j'ai dirigé pendant 6 ans. À partir de 2015, j'ai été appelé au gouvernement en tant que ministre de l'économie numérique, de la communication et porte-parole du gouvernement, où je suis resté jusqu'en juin 2016. À partir de 2016, j'ai pris ma retraite anticipée quand je suis sorti du gouvernement. Donc à partir de 2017, je suis à la retraite aujourd'hui. Vous savez, quand on vit dans les zones défavorisées, surtout lorsque, comme on dit, c'est en brousse, moi j'étais à 5 à 6 km que nous marchons tous les jours. Suivant les saisons, notre maison pouvait se déplacer. Donc souvent on est à 10 km, souvent à 12 km, souvent, en tout cas minimum, à 5 km de l'école. Ce qui fait que tous les jours on marchait entre 10 et 20 km pour aller à l'école, passer la journée, revenir au village, souvent même sans manger. C'est extrêmement difficile. C'est difficile à expliquer aux enfants d'aujourd'hui. Quand j'explique à mes enfants, par exemple, qu'il y a des journées où on ne mange pas toute la journée, eux, ils n'arrivent pas à comprendre. Et il n'y a pas d'électricité. Donc, les cours, les leçons, personnellement, j'apprends mes leçons le matin en venant à l'école et les soirs en retournant à la maison. J'ai gardé d'ailleurs cette habitude jusqu'à la fin de mes études universitaires et post-universitaires. Je n'étudie pas la nuit en général. La vie est très difficile. Comme je dis, on n'est pas nourri comme il faut. Quand il y avait les cantines scolaires, lorsqu'il y avait de quoi manger, on mangeait, mais il y a des jours où il n'y en avait pas. Nous avons aussi vécu
Pour ceux qui ne le savent pas, les années de grande sécheresse, 1973, 71, 72, 73, la grande sécheresse qui a décimé une bonne partie du cheptel de la population. On a une certaine partie de nos familles qui ont émigré au Niger et au Nigeria. Ils sont là-bas depuis plus de 40 ans. Certaines familles du Nord sont parties, les milieux Touareg et Tamacheq qui sont partis en Libye, dans les pays arabes. Nous, nos parents ont émigré au Niger, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Et donc, c'est une vie extrêmement difficile. Pendant les vacances, on faisait la culture, on faisait l'élevage. Et moi, j'ai fait l'école coranique, donc je connais la vie des talibés. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer comme élément de vie en campagne, aller au champ, accompagner les animaux, aller paître les animaux, aller au marché, aller faire l'école coranique le matin de bonne heure avant d'aller au champ, accompagner les parents et puis pendant l'année scolaire se réveiller de très bonne heure. Il fait très froid, vous savez, au nord il fait très froid, on avait fait des pètes-pètes, des petites couleurs. La vie était très très dure. L'avantage c'est que lorsque on avance dans les études et surtout dans la profession, ça donne à réfléchir. Moi, par exemple, je n'ai pas besoin, comme certains hommes politiques, d'aller tourner dans le pays pour connaître les difficultés des paysans, des éleveurs, des pêcheurs, des villageois. Je n'ai pas besoin de ça parce que j'ai grandi dans ça. C'est ça l'avantage, surtout quand tu veux être un responsable politique. C'est bon de savoir ce que vivent réellement les populations au nom desquels on veut agir plus tard. Ce que je donne comme conseil à la jeunesse, c'est ce que je donne à tous mes enfants tous les jours. Dans la vie, tout ce que vous faites, que vous soyez né en ville, en campagne, d'une famille favorisée ou défavorisée, tout ce que vous faites, il faut faire en sorte d'être parmi les meilleurs. Que vous savez, un ingénieur, un enseignant, un médecin, un caméraman, un cuisinier, un chauffeur, un mécanicien, un électricien, un maçon. Il faut tout faire pour être parmi les meilleurs. Moi, ça a toujours été ma philosophie. Et c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Il n'y a pas de bons métiers, de mauvais métiers. Ce qui vous plaît, ce dans lequel vous pouvez vous épanouir, faites en sorte que vous soyez les meilleurs là-dedans. C'est ce que je recommande à la jeunesse. La deuxième chose, c'est faire ce qu'on doit faire et laisser son destin se réaliser. Il ne faut pas être trop pressé dans la vie. Aujourd'hui, comme je dis souvent aux jeunes, les gens veulent labourer, s'aimer, récolter, cuisiner et manger le même jour. C'est-à-dire sans avoir un parcours, les gens veulent tout de suite tout réussir. Souvent, il y en a qui regardent des personnalités qui sont dans des maisons, d'autres sont dans des voitures. Ils ne savent pas que il faut passer par des étapes dans la vie. Moi, quand j'ai fini mon doctorat, par exemple, j'explique aux enfants, j'ai roulé pendant 6 mois à vélo quand je suis rentré. Après, j'ai roulé sur une moto d'occasion pendant 3-4 ans. Après, j'ai roulé dans une vieille R12 d'occasion que j'ai achetée avec des camarades. Et puis après, petit à petit, jusqu'à ce que j'ai commencé à occuper des fonctions où pratiquement, à partir de ces fonctions, j'ai commencé à être dans des voitures. J'ai commencé à prendre des prêts en banque, construire petit à petit ma vie. C'est comme ça qu'il faut faire. Et faire en sorte que chaque fois qu'on vous confie une tâche, il faut la faire consciencieusement. Ne pas attendre qu'on vous dise, ça ce n'est pas bon, il faut corriger ici. Il faut faire en sorte comme si on doit vous noter et vous devez travailler pour être parmi les meilleurs. Voilà les conseils que je donne aux jeunes. Travaillez bien, savoir attendre son heure. Le destin de chaque homme est tracé à l'avance. Ce n'est pas la peine de chercher trop à tirer profit de toutes les situations, à s'adapter à tout. On devient un opportuniste et on perd sa personnalité. Vous savez, je vais surprendre beaucoup de Maliens en leur disant que le président Moussa Traoré, je ne l'ai approché physiquement et lui-même ne m'a connu physiquement que le 12 mars 2002. Autrement dit, 11 ans après qu'il ait quitté le pouvoir. Beaucoup vont être surpris parce que
J'ai appris, certains ont dit oui, c'est lui qui m'aurait donné une bourse, c'est lui qui m'aurait donné du travail, j'étais un responsable de son parti. Tout ça, ce n'est pas la vérité. J'ai été à l'école pendant qu'il était au pouvoir. J'ai été appelé à l'école au début des indépendances grâce à la politique scolaire des dirigeants de la Première République, les fondateurs de la République du Mali. Je suis arrivé à l'âge où je comprends bien les choses. J'ai eu le DEF, je suis arrivé au lycée pendant que le président Moussa était au pouvoir. J'ai fait l'université, j'ai terminé mes études, je suis rentré, j'ai observé beaucoup de choses. Vous savez, un dirigeant politique, quand on veut l'apprécier, on peut porter une appréciation sur son œuvre du point de vue historique. Il y a deux aspects qu'il faut dissocier. Il y a la façon dont il prend le pouvoir, il l'exerce, il le conserve. Ça, tous les dirigeants vous aurez à redire. Dans le processus de prise du pouvoir, de son exercice, de sa conservation, il peut y avoir toutes les situations qu'on peut imaginer, surtout en Afrique dans les années 60, 70, 80. L'autre dimension des dirigeants politiques, surtout des chefs d'État, c'est quelle était sa vision du pays, qu'est-ce qu'il voulait pour son pays, qu'est-ce qu'il a fait pour son pays. De mon point de vue, c'est ça qui doit être l'élément d'appréciation essentiel. Et moi, je note seulement que le président Moussa, quand il quittait le pouvoir, les mouvements qui ont été à la base de l'insurrection, c'était essentiellement les scolaires. Ceux qui ont parachevé le mouvement insurrectionnel, c'était les militaires, donc l'école et l'armée. Je note seulement que quand le président Moussa a quitté le pouvoir, ou pendant qu'il était au pouvoir en tout cas, et ça c'est connu de tous, le Mali avait l'une des meilleures écoles en Afrique. Quand vous avez le diplôme du Mali, vous ne baissez la tête nulle part. Tous ceux qui avaient le bac malien, quel que soit le pays où vous partez étudier, vous étiez parmi les meilleurs si vous voulez étudier. Il y en a qui terminaient l'ENSEC, qui doivent enseigner en principe à l'école fondamentale, mais quand ils vont dans les pays de la sous-région, ils enseignent au lycée. Quand les professeurs finissent l'ENSUP, ils doivent enseigner au lycée, mais quand ils partent dans certains pays francophones, ils enseignent à l'université. C'est pour vous donner une idée. Et ceux qui terminaient l'école malienne étaient recherchés dans tous les pays francophones pour enseigner. Quand vous prenez les diplômes, ceux qui partent étudier en France, en Russie, en Allemagne, aux États-Unis, vous trouverez très souvent des Maliens parmi les meilleurs. Ça, c'est l'école. Vous prenez l'armée, c'est à peu près la même situation. Il est connu de tous et de façon incontestable que l'armée, telle qu'a été bâtie sous le président Moussa Traoré, construite, c'est une armée qui a été fondée par le président de la Première République. Le président Moussa a continué son œuvre d'édification d'une armée forte pour assurer la défense et la sécurité du territoire et des citoyens. Il est connu de tous que nous avions l'armée la plus puissante en Afrique au sud du Sahara. C'est incontestable. Ça, c'est les deux outils principaux qui ont été à la pointe de l'insurrection pour le renverser. Quand vous prenez 10 ans, après 20 ans, après 30 ans après, le résultat c'est quoi? Tout le monde est unanime qu'on a pratiquement la dernière des écoles de la sous-région, au point que le diplôme malien n'est pratiquement pas reconnu. En tout cas, ça n'a pas de valeur. Il y a certains même, quand ils ne passent pas au bac dans les pays de la sous-région, ils viennent au bac pour passer parce qu'au Mali, bon, on a les diplômes comme ça. Le niveau de l'école est dramatiquement bas, tout le monde le reconnaît. Le produit de l'école malienne n'est pas de qualité.
Quand les étudiants maliens vont à l'extérieur, leurs diplômes à peine ne sont pas reconnus. On les oblige à refaire des tests, ce qui n'était pas le cas avant. Et globalement, tout le monde dit que l'école est malade. Le premier président de la Troisième République, à la fin de ses 10 ans, a dit ouvertement, officiellement, que son échec, l'école a été son échec. Du point de vue de l'armée, d'une armée la plus forte dans la sous-région, nous nous retrouvons aujourd'hui en un pays assisté par les armées des autres pays. Un pays qui a perdu son indépendance, qui a perdu sa souveraineté, qui a perdu l'intégrité de son territoire à cause précisément du fait que l'outil de défense, les forces armées et de sécurité, qui constituent le principal élément d'exercice de souveraineté de l'État, a été systématiquement affaibli, démantelé, désorganisé. Alors, donc quand vous comparez l'école et l'armée sous le président Moussa et après lui, du point de vue historique et des intérêts du peuple malien, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à prendre de son héritage. Ensuite, je regarde sur le plan du développement économique et social. Pendant qu'il était au pouvoir, le Mali a connu deux grandes sécheresses, 1972-73 et 1986. Ces deux sécheresses avaient décimé pratiquement une bonne partie du cheptel, donc affaibli, détruit l'un des piliers de l'économie. Nous avons eu affaire à deux guerres à nos frontières. Nous avons eu affaire à deux tentatives d'invasion du territoire malien, au sud et à l'est. Elles n'ont pas eu lieu, ou celles qui ont eu lieu ont été gagnées par notre pays parce qu'on avait un outil de défense. Vous avez les grands investissements dans le secteur stratégique, comme l'énergie. Les principaux outils de production d'énergie, les barrages de Sélengue et Manantali, ont été réalisés quand le président Moussa était au pouvoir. La CMDT, qui fait la fierté de l'économie malienne, le principal poumon de l'économie malienne, a été créée, organisée, structurée. Et les huileries, l'utilisation de l'aliment de bétail, les grands investissements de l'Office du Niger, la politique agricole. Quand vous avez à dire aujourd'hui, où souvent le riz en temps normal coûte moins cher qu'à Bamako, l'oignon, ainsi de suite, cela participe d'une politique de développement du monde rural. Vous avez l'organisation du monde rural qu'on appelait les temps villageois. Les villageois se sont organisés pour se prendre en charge. La politique de décentralisation telle qu'elle était menée, vous avez donc une série d'acquis que je pense qu'on ne devrait pas jeter dans les poubelles de l'histoire. On devait les prendre comme acquis du peuple malien, renforcer ça et continuer. Je termine par exemple par les... Quand vous regardez à Bamako, regardez seulement à Bamako, tous les lieux où vous pouvez faire les grands retrouvailles à Bamako, le palais de la culture, le CICB, la grande mosquée de Bamako, l'aéroport international, le président Modibo Keïta de Sénou, toutes ces grandes infrastructures-là, elles ont été réalisées pendant que le président Moussa était au pouvoir. Mais quand il a quitté le pouvoir, les gens ont dit qu'il faut mettre une croix et dire que rien de bien n'a été fait pendant qu'il était au pouvoir, et rien ne peut être retenu. En fait, je me suis élevé contre ça. C'est ce qui m'a valu d'être taxé, d'être ceci, cela. Et j'ai voulu simplement défendre la vérité. Ensuite, il est tombé à la suite d'une insurrection. Moi, j'ai été assisté à ces deux procès. Pour me faire une religion, je suis allé m'asseoir. J'ai suivi les deux procès, je me suis fait une opinion très claire. Et surtout que j'étais dans les structures de la jeunesse du parti. Ce qui a été dit aux Maliens, qui serait la cause du changement de régime, ce n'est pas vrai. Si c'était le cas, on se poserait bien la question, pourquoi l'école qui a été utilisée pour renverser le régime, pourquoi l'école est détruite? Pourquoi l'armée qui a parachevé l'insurrection, pourquoi l'armée était détruite? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. La réponse à ces questions va vous conduire à vous interroger et quitter les certitudes. Donc c'est ce processus d'interrogation, de chercher à mieux comprendre ce qui s'est passé pendant que le président Moussa était au pouvoir,
qui a conduit les gens à dire que je le défends. Ce même exercice, je peux le faire avec le président Modibo Keïta. Je ne suis pas, par exemple, de ceux qui estiment qu'il n'a fait que du mal. Il ferait le même exercice avec le président Amadou Toumani Touré, malgré qu'il est tombé, les gens ont dit tout sur lui. Mais je trouve que dans son bilan, il y a des choses qu'il faut retenir. C'est le fait de défendre ce principe où je dis qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a rien de bien qui a été fait sous le président Moussa. Il n'y a eu que du mal. C'est ce qui m'a valu de dire que je le défends et moi j'ai assumé mes opinions. Voilà. Et je termine l'autre sujet. Quand vous prenez dans le domaine de la diplomatie, vous savez, le président Moussa n'a pas changé l'orientation politique en matière de diplomatie. Le Mali est resté un pays indépendant, dont les positions n'étaient négociées avec aucune puissance. Le Mali a soutenu tous les mouvements de libération nationale, jusqu'à la libération totale de l'Afrique. Le président Moussa lui-même a été envoyé sous la Première République comme instructeur des mouvements de libération qui se battaient en Afrique australe. Et le caractère patriotique de sa politique étrangère ne peut être mis en cause par personne de bonne foi. Et vous aurez constaté que pendant qu'il était au pouvoir, tous les leaders de tous les grands pays du monde, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine, le pape, tous ont défilé en République du Mali. Ce Mali avait une forte image, était respecté sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, comme vous le dites, dans une transition qui inquiète beaucoup de gens. Je pense que le vrai leader, un leader politique, un dirigeant tout court, la première des choses, il doit connaître l'histoire de son pays. C'est très important. Celui qui ne connaît pas l'histoire de son pays, les étapes de la constitution de la nation, les difficultés que la nation a eues dans le processus de sa construction, il y a des questions qu'il ne peut pas comprendre, donc il ne peut pas y faire face. Il doit connaître l'histoire de son pays. Il doit avoir une lecture objective de l'histoire lointaine et récente de son pays. Quelles ont été les erreurs de ceux qui l'ont précédé et quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre pour l'avenir. C'est extrêmement important. Et ensuite, connaître les véritables préoccupations des populations. Je vous dis que moi, je n'ai pas besoin de tourner à l'intérieur du Mali pour connaître les préoccupations et les soucis des Maliens. Je n'ai pas besoin que des experts m'écrivent des rapports pour connaître les problèmes de l'école malienne, pour connaître l'école, les problèmes des paysans, des éleveurs, des pêcheurs, des commerçants. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que je les ai vécus, il faut les connaître. Et enfin, il faut être en phase avec la modernité. Il faut que les outils de gestion politique moderne puissent être maîtrisés et appliqués au pays. Voilà, me semble-t-il, les principales qualités aujourd'hui dont le leader doit avoir besoin. Et il doit être rassembleur par-dessus tout. On est dans un pays très divers, sur le plan ethnique, sur le plan linguistique, sur le plan philosophique, même sur le plan idéologique. Le leader au Mali doit être quelqu'un qui est capable de rassembler l'ensemble des sensibilités pour orienter l'essentiel des énergies de la nation à un moment donné vers un ou des objectifs précis, pour que la nation puisse parler d'une même voix, tirer dans le même sens à un moment donné de l'histoire, pour résoudre des problèmes concrets qui sont posés au pays. Mais semble-t-il que c'est ça les qualités que le leader doit avoir. Le MPR aujourd'hui est dans une phase de la lutte politique où apparemment ça fait 1 ou 2 ans où l'intense activité au sein des regroupements qui contestent le pouvoir établi a donné l'impression aux uns aux autres que le parti tourne au ralenti. En réalité, c'est un parti qui fonctionne, la direction tient ses réunions, les sections sont organisées, mais il n'y a pas d'enjeux électoraux. Généralement, c'est pendant les enjeux électoraux que les gens voient les partis. Pour le reste, nous continuons à faire nos réunions. Les dernières élections auxquelles on a participé, c'est en 2016, 2018 et 2020. Nous avons participé activement à ces élections. Les élections de 2020, vous savez qu'elles ont été contestées par tout le monde, ça n'en était pas une. 2018, à peu près la même chose. Le MPR participe à toutes les élections,
participe à tous les débats. Sur tous les grands sujets, je donne le point de vue du MPR que je défends. C'est ainsi que quand le FSD a été constitué autour de Feu Soumaïla Cissé, le M5 RFP, pour contester le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, nous nous sommes trouvés au cœur de ces activités politiques. Les jeunes dans le MPR, je pense comme dans tout le Mali, occupent une place de choix. Vous savez, pendant les 30 dernières années, il y a des groupes de jeunes, tous les jeunes qui sont dans le MPR, moi je les ai organisés. À chaque fois que j'ai occupé des postes de responsabilité, j'ai amené des jeunes autour de moi pour les former. Lorsqu'il s'était agi de donner des noms de jeunes pour les postes électifs, il y a toujours eu des jeunes. On avait eu en son temps le plus jeune maire du Mali. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont maires, il y a des jeunes qui sont très actifs dans la direction du parti. Les postes de responsabilité où il fallait nommer des personnes, ce n'est pas des nominations. Vous pouvez demander au sein du parti, chaque fois que j'en ai eu l'opportunité, c'est majoritairement des jeunes qui ont été nommés, parce que je sais que l'avenir d'un parti, c'est la jeunesse, comme l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Vous savez, l'histoire du M5, chacun essaie de l'écrire, ou bien la réécrire à travers le prisme des lunettes plus ou moins erronées. J'ai entendu des gens dire que le M5 a été créé dans leur salon. J'ai entendu des gens dire que c'est eux qui ont appelé tel ou tel mouvement pour créer le M5. Je dis de faire attention. Ceux qui parlent comme ça, ils me rappellent un peu celui qui se réveille à midi, alors que le boulot commence à 7h30. Ils se réveillent à midi et ceux qui se sont réveillés à 7h30, il leur dit mais vous êtes réveillés trop tôt. L'histoire du M5 ne date pas du premier mouvement du 5 juin. Il a fallu une maturation, il a fallu tout un processus de contestation de l'élection de 2018. Tout est parti de là. Et pour certains, bien avant, mais c'est surtout à partir de l'élection de 2018 que la contestation a pris corps dans le pays. Il n'y a jamais eu autant de contestation d'un dirigeant ou d'une élection depuis l'indépendance que ce qui s'est passé en 2018. 2018, une frange importante du peuple malien a considéré que les élections n'ont pas été crédibles, n'ont pas été sincères. Deuxièmement, cette contestation se justifiait essentiellement par le fait que le principal argument, la principale raison pour laquelle Ibrahim Boubacar Keïta a été élu en 2013, autrement dit, ramener la paix et la sécurité dans le Mali, cette principale raison n'a pas été réalisée. Et le constat a été fait par nous et par d'autres forces politiques que si on continuait sur la même voie avant 2023, autrement dit la fin de son deuxième mandat, le Mali risque de disparaître. Pourquoi? Quand Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé au pouvoir en 2013, nous avions une insécurité résiduelle à Kidal. En 2018, 75 à 80% du territoire échappait au contrôle de l'État malien. Ça ne faisait qu'empirer. Et donc le Mali s'est trouvé est menacé dans son existence en tant qu'État, en tant que nation. Et on ne voyait aucune possibilité d'amélioration de la situation, d'autant plus que ce qu'on appelle les terroristes, les mouvements terroristes, s'approchaient de jour en jour de la capitale. C'était au nord, Gao, Tombouctou, Mopti, ça descendait vers Ségou. Et à partir de 2018-2019, c'est à quelques kilomètres de Ségou. Ça avait commencé à s'étendre à Koutchala, à Sikasso, à Kolondiba. Donc on s'est dit, si on ne fait pas attention, d'ici la fin de son mandat, mais il ne restera plus d'État. Or, les moyens que le peuple malien pouvait mettre à la disposition d'un gouvernement pour les sécuriser ont été donnés. Lorsque Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé au pouvoir en 2013,
tous les besoins de l'armée avaient été évalués à 400 milliards de francs CFA par le gouvernement de transition. Lorsqu'il est arrivé, il a réévalué ça dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation militaire à 1230 milliards. Les Maliens ont voté, même l'opposition. Tout le monde a accepté qu'on donne à l'armée les moyens qu'il faut. On se rend compte après que l'essentiel de ces moyens ont été détournés. 7 ans après avoir sorti tout l'argent, il n'y avait pas de vecteur aérien, il n'y avait pas de matériel de combat, il n'y avait pas de fusil, il n'y a pas de munitions, les soldats n'étaient pas nourris, ils n'avaient pas à boire, ils n'avaient pas à manger. Et même quand ils mouraient, on ne pouvait pas les enterrer dignement. Donc on s'est dit, ça ne peut pas continuer. Donc, les uns et les autres se sont dit, on attend les élections en 2018, on va le faire partie démocratiquement. Les élections ont été truquées, vous avez vu la suite. La contestation a continué de 2018 jusqu'en 2020, et c'est en 2020 que les Maliens ont perdu l'espoir. Vous savez, un homme qui perd l'espoir, il ne lui reste plus rien. À partir des élections législatives de 2020, où les uns et les autres ont pensé que l'élection pouvait être un outil de régulation pour sanctionner le régime, les uns et les autres ont vu que les élections ne servent plus à rien. Parce que même là où le pouvoir a perdu, ils ont organisé ce qu'on appelait un troisième tour au niveau de la Cour constitutionnelle pour imposer une majorité de députés qui n'était pas la volonté du peuple. Et lorsque des citoyens sont sortis pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, exercer des droits démocratiques de manifester librement, qu'est-ce que le pouvoir a choisi? Sortir les forces spéciales antiterroristes, dont la vocation est de lutter contre les terroristes et les tuer. C'est ce qu'on a sorti contre la population, pour tirer sur les gens à Sikasso. À partir de ce moment, je pense que tout le monde a perdu ses illusions. Ils se sont dit que ce régime, il gère mal, il a trahi ses engagements, il détourne, la corruption a gangréné l'ensemble de la chaîne de commandement. Les élections ne servent plus d'outil de régulation du jeu politique. Il ne reste plus rien que d'exercer un droit constitutionnel qui est la désobéissance civile, parce qu'on n'était plus dans un État démocratique. La loi a été violée, vous avez une oligarchie qui s'est installée au sommet de l'État, qui a pris le pays en otage, qui n'a aucun respect pour les lois. En ce moment, un droit constitutionnel, la désobéissance civile a été appliquée par les citoyens. Voilà pourquoi on s'est retrouvés. Et moi, je m'étais opposé à ce régime, essentiellement parce que je considérais qu'ils avaient trahi le serment, l'engagement au nom duquel ils ont été élus. Lorsque un président est installé, il prête serment de préserver l'intégrité, la souveraineté de l'État. Lorsque l'État perd sa souveraineté sous un chef d'État, je ne crois pas qu'il soit légitime encore pour diriger. Voilà un peu les raisons qui nous ont motivés à être dans le mouvement. Depuis 2018, on a renforcé la pression à partir de 2019 et en 2020, à partir de mars 2020, nous sommes rentrés dans une logique de contestation systématique et de rejet du régime. Certains des mouvements sont nés dans cette foulée et on s'est retrouvés de façon spontanée, j'allais dire, pour contester le régime. C'est ce processus-là que chacun essaie de récupérer en disant oui, c'est dans ma chambre que l'M5 a été créé, c'est moi qui ai appelé les uns et les autres. Personne n'a appelé personne. On s'est retrouvés objectivement parce qu'on avait le même objectif. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux uns et aux autres que je ne connais pas dans l'histoire de l'humanité un seul cas où des hommes ont pris les armes contre un pays, qu'ils viennent de l'extérieur ou que ce soit des citoyens, où on a trouvé une solution uniquement parce qu'on se parle. Je ne crois pas à ça. Un État, c'est la force et le droit. La force pour dissuader quiconque veut en imposer par les armes au peuple et à l'État sa volonté, pour sécuriser l'État et les citoyens. Le droit pour protéger les plus faibles, pour faire en sorte que la justice règne dans le pays. Et donc pour moi, il faut travailler à inverser le rapport des forces militaires sur le terrain. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas
une inversion des rapports des forces, ou tout au moins un équilibre des forces sur le terrain, il n'est pratiquement même pas possible de dialoguer. Une fois qu'on aura inversé le rapport des forces militaires sur le terrain, ou qu'on a trouvé un équilibre, il faut rentrer dans un processus de négociation. Parce que la force seule ne peut pas tout résoudre. On ne peut pas tout résoudre par la guerre. Et ce processus de négociation, avant d'y rentrer, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on va négocier? Pourquoi on va négocier? Et qu'est-ce qu'on ne peut pas négocier? Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Qu'est-ce qui est négociable? Ces questions, il faut se les poser et avoir ces réponses déjà analysées et préparées. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de prendre en compte l'environnement international et géostratégique. Aujourd'hui, le monde n'est plus ce qu'il était. Même les façons de faire la guerre ont changé. Et donc, il faut avoir ce que j'appelle une maturité stratégique. Il faut avoir une capacité de discernement des problèmes modernes qui sont posés. Les aspects géostratégiques, les aspects géopolitiques, les aspects militaires, les aspects diplomatiques, les aspects de politique intérieure. Il faut pouvoir faire une bonne analyse, avoir une bonne capacité de discernement de chacun de ces éléments, les prendre en charge et construire une politique, une stratégie de reconstruction de l'État malien. Me semble-t-il, on ne peut pas aller sans ça. Ce que j'entends les gens dire, il faut négocier, les accords on les a signés. Mais la preuve est faite que quand vous êtes en position de faire, vous signez les accords. Tant qu'un État n'a pas la force pour se faire respecter, personne ne va le respecter. Et c'est pour cela que j'ai trouvé que c'était inacceptable, je dirais même impardonnable, que les fonds que le peuple alloue à sa défense et à sa sécurité soient détournés par des irresponsables qui ont mis notre pays dans une situation inacceptable. Ou ceux qui ont délibérément travaillé à affaiblir, à désorganiser, j'allais dire à émasculer, sinon même détruire notre armée. Quand vous ne pouvez pas assurer la sécurité de votre population, vous ne pouvez pas être un gouvernement légitime. Quelle que soit la façon dont un gouvernement s'installe, qu'il soit élu, qu'il vienne par un coup d'État, qu'il vienne par transmission héréditaire, un pouvoir qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Quand vous assurez la sécurité physique des citoyens, il faut assurer leur sécurité alimentaire, il faut assurer leur sécurité sanitaire, il faut leur donner l'instruction. Voilà les 4 choses sur lesquelles, me semble-t-il, l'État doit se reposer. La sécurité des personnes et des biens, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, l'éducation. Autrement dit, la défense, l'école, la santé, l'éducation. C'est sur ça qu'on doit reconstruire le pays. Tant qu'on n'aura pas reconstruit ça, les gens vont continuer dans les grands discours sur la démocratie, ça ne servira à rien. Le mot de la fin, c'est ce que j'ai souvent dit à la fin de mes discours. Ce que vit le peuple malien aujourd'hui est dramatique. Quand vous parlez avec les gens, beaucoup vous disent d'ailleurs, vraiment, le Mali, c'est fini. Ce que je veux dire aux Maliens, il ne faut jamais perdre confiance en soi. Il ne faut jamais perdre confiance en l'avenir. Vous savez, toutes les grandes nations que vous voyez aujourd'hui, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, chacune de ces nations, dans son histoire, a passé des périodes de faillite de leur État, des périodes d'humiliation même de leur pays. Mais il s'est trouvé des fils et des filles, des hommes et des femmes, des patriotes qui ont pris conscience et au-delà des considérations d'ordre idéologique, dogmatique, historique, qui se sont retrouvés pour restituer à leur pays son honneur et sa dignité. Moi, je suis convaincu qu'au Mali, il y a encore des patriotes. Ils se retrouveront un jour ou l'autre pour restituer au peuple malien son honneur, sa dignité, pour restituer à l'État malien sa souveraineté, son intégrité territoriale. Je suis convaincu de ça. Il ne faut pas que les Maliens désespèrent. Il faut qu'ils croient
qu'il y a encore des hommes et des femmes. Il suffit de créer les conditions pour que ces hommes prennent la charge de l'État.